Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Merci d'être fidèles à nos émissions mensuelles Découverte Jardin. Et pour ce nouveau numéro qui est à la fois sur la fin de l'été et sur le début de l'automne, eh bien, je vous propose de venir en Normandie et notamment découvrir des potagers. Nous sommes au château de Miromesnil en Seine-Maritime. Ça sera le fil rouge de l'émission, mais vous retrouverez bien sûr toutes vos rubriques habituelles et tous nos chroniqueurs. Alors je vous souhaite de passer un très bon moment 100% jardin. Restez avec nous, vous ne le regretterez pas. Je suis au milieu d'une multitude de fleurs de dahlia et pourtant je suis dans un potager. Le potager du château de Miromesnil, un des plus beaux potagers de France qui sait associer à merveille les annuelles, les vivaces et bien entendu les légumes et aussi les fruits. Nous sommes en Normandie, en Seine-Maritime et je vous propose de parcourir ce jardin avec sa propriétaire dans notre rubrique Jardin à visiter. Bonjour Nathalie. Bonjour Patrick. Merci d'accueillir News Jardin TV ici à Miromesnil. Nous sommes au plein cœur de la Normandie et derrière un château absolument magnifique. Le château de Miromesnil et son jardin potager. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc c'est un jardin qui, lui qui n'est pas si ancien que ça, mais le château lui a toute une histoire. Alors, le château a été construit à la fin du XVIe, au début du XVIIe, mais le jardin potager est lié complètement au château. Sans château, pas de jardin potager. Il fallait alimenter les gens qui travaillaient au château. Exactement. Et les murs qui l'entourent sont absolument exceptionnels, datent du XVIIIe, et sont remarquables pour protéger le potager et tout ce qui y pousse. Mais en fait, votre grand-mère a quand même donné un côté un peu ornemental au jardin qu'il ne devait peut-être pas avoir à l'époque. Alors, le jardin potager a évolué en fonction des propriétaires du château. Grand-maman, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, l'a complètement redessiné, a travaillé avec un jardinier de la ville de Paris, et a créé ces 4 grands carrés, etc. Et son idée a vraiment été de mélanger les fleurs, les fruits et les légumes. Et on dirait un peu qu'elle s'est inspirée de l'Angleterre parce que c'est le type de walled garden, comme on dit en Angleterre, donc un jardin entouré de murs avec le potager, le verger et les fleurs et tout ça qui se mélange en harmonie. Et ça, c'est le plus important. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a un grand personnage qui est né ici dans ce château, mais qui ne l'a pas connu vraiment en fait. Miromesnil a eu la chance de voir la naissance de Guy de Maupassant, qui est né ici le 5 août 1850. Ses parents avaient loué le château. Je ne savais même pas que ça se faisait à cette époque-là. Et il y est né et c'était leur premier enfant et il a fait ses premiers pas et il est resté ici jusqu'à l'âge de 3 ans. Le château de Miromesnil et la station de métro parisienne, tout ça concerne le même homme. Le marquis Armand Thomas Miromesnil, qui était quelqu'un d'hyper intéressant, ministre de la Justice, garde des Sceaux du roi Louis XVI. Et qui était le seul homme à avoir à l'époque une rue à son nom de son vivant, ce qui était exceptionnel. Nathalie, nous voilà dans un autre carré du jardin, donc on disait 4 carrés pas thématisés. Non, pas thématisés, qui tournent en fonction des plantations. La rotation des cultures, c'est important au potager. Exactement. J'ai vu dans des lectures que vous étiez un petit peu passionné pour rechercher des choses qui sortent de l'ordinaire. Ouais, c'est toujours intéressant. D'abord, moi, ça me fascine de voir cette diversité. Ce jardin, il est fait, et c'est là tout le challenge du potager de Miromesnil, à la fois pour être vu, mais en même temps pour qu'on consomme ce qui pousse. À l'inverse de potagers qui sont absolument magnifiques et sublimes, nous, notre challenge, c'est ça. Il faut que ce soit consommé. Donc, si ce n'est pas nous, nous avons un partenariat avec un chef cuisinier du restaurant Le Colombier qui est à Offranville, qui vient et qui cueille, qui ramasse. Et ça permet aussi d'écouler les légumes et d'en faire profiter beaucoup de gens. Et puis, nous organisons des vides potagers. Le dernier samedi du mois d'août, pendant les Journées du patrimoine, et le dernier samedi du mois d'octobre. Et là, vient qui veut pour acheter les légumes du potager. Nous, on ferme les portes le 1er novembre. On a une liste de graines qu'on achète chaque année parce que nous n'achetons aucun plan. Hein. Tout est semé. Tout est semé, c'est ça, wow. C'est complètement fou. C'est absolument déraisonnable et notamment économiquement, mais tant pis. Voilà, c'est un vrai jardin potager. Donc on a une serre qui est dans un des coins du potager dans laquelle tout pousse. Donc on a notre sélection de graines, on va dire annuelle, habituelle. Et puis au hasard des rencontres, au hasard de ce qu'on peut goûter, de ce qu'on entend, et bien voilà, il m'arrive de chercher, par exemple la betterave albina. Moi ça me faisait marrer d'avoir une betterave blanche, alors que toujours elles sont rouges. Et qu'on appelle toujours la betterave rouge. Les fleurs par milliers en profusion dans ce jardin, un peu à l'esprit anglais, hein, style mixed border, et vous mélangez les annuels et les vivaces. Et tout à fait. Donc c'est pour ça que ce jardin potager est à redécouvrir chaque année. Chaque année, il est différent. Nathalie, on a des très beaux astères. Alors bien sûr, il n'y a pas du tout de... Moi, je suis très étonné, vous les traitez ? Comment ?
Non, on ne traite pas. Bah oui, c'est vrai que depuis le 1er janvier 2017, il est totalement interdit d'utiliser des produits d'origine chimique dans les espaces verts qui reçoivent du public. Ça sera pour les jardiniers amateurs à partir de janvier 2019, donc on ne peut plus traiter. Alors comment on fait? C'est le vent naturellement qui nettoie tout ça? Voilà. Non. Alors plus sérieusement, de toute façon, nous n'employons aucun produit, en tout cas sur les fleurs. Ça c'est évident, enfin je veux dire c'est la base. D'ailleurs on voit, il y a des butineurs partout, de toute façon. Voilà, et encore moins sur les légumes. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ces mix borders permettent aussi de séparer les 4 carrés de légumes et d'éviter donc la transmission des maladies. Donc ça fait une espèce de paravent naturel qui est assez intéressant finalement pour notre propre fumier, qui a 3 ans d'âge, très important. Oui, donc si vous l'avez composté, il est mûr à point. Un mûr à point, puis aussi le terreau qui est fait avec l'herbe coupée, avec les feuilles des arbres, des hêtres, et tout ça est soigneusement remué comme il faut. Et quand c'est à maturité, chaque hiver, de toute façon, le potager de Miromesnil est complètement vidé. Tout ce que vous voyez n'existe plus. C'est hallucinant, vous avez 4 carrés de terre et pratiquement rien dans les bordures. Et donc à ce moment-là, on travaille la terre, c'est-à-dire qu'on apporte notre fumier, tout ça est labouré et ensuite on met notre compost et la terre est très bien, le pH est de 7. Donc, idéal, juste au milieu. Voilà. Nathalie, vous nous parliez que quelques plantes sont introduites un peu sur un coup de cœur, alors en voilà une tout à fait bizarre que je ne connais pas. Eh bien, nous avons droit à un Melotrias cabra, ou petit concombre du Mexique, voilà, qui est une espèce de petit cornichon à confire dans du vinaigre et qui est assez amusant. Il est caché sous les feuilles. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait il y en a énormément. On les découvre comme ça, il faut les cueillir quand ils ont à peu près 2-3 cm. C'est comme ça qu'ils sont bons parce qu'il y a moins de graines et ils ont un petit goût un peu citronné qui est assez amusant. Parmi toutes les singularités que l'on rencontre ici dans le potager de Miromesnil, il y a une spécialité peut-être qui est de graver les potirons. Alors on marque Miromesnil, on marque le nom d'un restaurant qui va les préparer. Alors comment vous faites ça? Alors c'est de la scarification. Il ne faudrait pas trop raconter ça aux enfants, mais voilà, exactement. C'est donc avec une lame où on écrit ce qu'on veut, à une période où le potiron est quand même suffisamment développé, mais pas trop ferme ni trop tendre non plus, sinon on risquerait de l'abîmer. Ça vers le mois d'août par exemple? Oui, exactement. Et puis ça permet ensuite, grâce à la cicatrice, de former des lettres. Pour terminer, bien sûr, n'oubliez pas que c'est un jardin qui se visite. À partir de quelle date? 1er avril, 1er novembre, tous les jours, de 10h à midi et 14h à 18h. Et on peut aller bien sûr sur le site internet qui s'inscrit maintenant sur l'image. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aurez le plaisir d'aller très rapidement visiter Miromesnil. Et rappelez-vous, chaque année ça change et chaque année c'est plus beau. Savez-vous que chaque année, à l'automne, en France sort une centaine de variétés de roses nouvelles. Ce sont des créations de rosieristes qui ont demandé environ 8 à 12 années de véritable sélection pour obtenir ces petites merveilles. Alors je vous propose d'aller découvrir aujourd'hui ce que nous réserve la famille Meillan. C'est un des plus grands noms du monde de la rose et ça va être tout de suite dans notre rubrique Plantes vedettes. Et oui, le magnifique petit arbuste qui est ici devant moi, c'est un rosier. Ça vous montre que le rosier peut prendre différentes formes et grâce au travail de sélection d'entreprises comme Meillan, par exemple, je suis ici au Luc en Provence, au cœur même de la recherche de Meillan International, eh bien, on a des rosiers de plus en plus originaux. Et nous allons rencontrer tout de suite Mathias Meillan qui va nous montrer quelques-unes de ses nouveautés pour cet automne, mais également pour plus tard. Et donc en route pour l'avenir des roses. La nouveauté de l'automne, voici Belle-Rive. Alors, drôle de nom quand même pour un rosier, Belle-Rive. Pourquoi il va se planter au bord de la mer? Non, l'hôtel Belle-Rive, en fait, sur la Côte d'Azur, est un hôtel très connu. Et à la fois, il voulait quelque chose de classique, mais de novateur, pour être à la fois dans les bouquets dans leur hôtel, et puis éventuellement de pouvoir les mettre dans des pots. Mais ce n'est pas une variété qui est réservée à l'hôtel Belle-Rive. Tout le monde pourra l'avoir. Exactement, elle sera à la fois dans les jardineries, et puis chez les grands fleuristes, et on pourra avoir des bouquets de Belle-Rive. Alors, ce qui est intéressant sur cette variété, outre d'ailleurs la dimension de la fleur, là on a pratiquement une douzaine de centimètres de diamètre, il y a un parfum assez présent, des tiges qui sont longues, c'est un rosier très polyvalent. Alors en plus, il remonte très très bien, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné, parce que dans les conditions ici où il fait chaud et sec, il défleurit relativement bien, et puis en plus, il refleurit directement derrière. Donc on a des fleurs en permanence sur ce rosier, que l'on peut considérer comme un buisson à grandes fleurs, donc un hybride de thé, mais qui a les qualités que vous recherchez aujourd'hui, donc un feuillage
absolument impeccable, une relative compacité. Alors on peut en faire des massifs ou des fleurs coupées, pas mal non? Nous voici donc devant une nouveauté qui risque de faire vraiment mal parce que elle est originaire de la grande vedette maison Mayence, c'est-à-dire c'est un pierre de Ronsard mais avec une autre couleur. Exactement, c'est un pierre de Ronsard beaucoup plus foncé, avec une très belle couleur qui dans les jardins va vraiment s'exprimer au maximum. Alors là, bien sûr, on est sur des plantes très jeunes de moins d'1 an, mais on voit que c'est très vigoureux comme pierre de Ronsard. Et puis avec cette couleur qui ici, avec le soleil, passe légèrement, mais va ravir les jardins, je pense. Alors il s'appelle comment ce nouveau pierre de Ronsard? Alors cyclamen pierre de Ronsard, parce qu'il a la couleur du cyclamen. Et puis c'était un petit clin d'œil quand même à cette petite plante qui est très jolie dans nos jardins. Tout à fait, qui est mignonne, mais alors lui, il va être aussi costaud que pierre de Ronsard, parce qu'on va dire que génétiquement, c'est exactement le même. Ah, c'est exactement le même, puisque c'est une mutation en fait directe de la variété pierre de Ronsard qu'on a récupérée aux États-Unis. La variété étant extrêmement produite dans le monde, elle commence à muter tout doucement. Alors la première mutation, c'était Palais Royal, qui est le blanc pierre de Ronsard, et puis celle-ci, cyclamen pierre de Ronsard, qui est rose profond. Et une nouveauté 2017-2018? C'est une nouveauté de l'année, on va pouvoir le trouver dans les jardineries en octobre 2017. Mathias, vous êtes en train de survoler des rosiers qui sont jeunes bien sûr, mais qui ne dépasseront toujours pas cette hauteur à l'âge adulte. Alors, c'est des rosiers compacts, paysage, ça s'appelle les drifts, c'est une famille de rosiers. C'est une nouvelle génération. Voilà, alors on a beaucoup travaillé pour arriver à avoir ces rosiers très compacts, et puis très résistants et très florifères. Et là, vous voyez des jeunes plantes de Sweet Drift. Alors cette couleur un petit peu rose qui est assez sympathique et puis très résistant. Il va y avoir énormément de boutons qui vont remonter, donc floraison permanente, rosier très intéressant pour mettre dans un bac, dans un pot, dans une jardinière, parce qu'il va nous garder cette forme compacte et il ne demande aucun entretien. Exactement, ça va retomber légèrement sur les bords, mais tout en restant assez compact, et ça sera très joli dans les jardins. Et pas de taille? Non, il y a une taille à la fin de l'hiver, bien sûr, comme tous les rosiers, une petite taille pour bien garder le rosier bien compact, mais sinon, pas besoin de taille au printemps ou à l'été. Mathias, nous voici devant un rosier particulièrement prometteur, je pense, il suffit de le regarder, mais il est encore un peu jeune pour savoir exactement quand est-ce qu'il sera dans le commerce. Exactement, il a été créé en 2010, on est en 2017, on est en train de l'évaluer. Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ça va plaire aux jardineries? Alors on a un rosier assez traditionnel rose, mais qui s'ouvre avec plus d'une centaine de pétales, un léger parfum dessus. On pense que ça pourrait être quelque chose pour les 3-4 prochaines années. Moi je trouve ça extraordinaire parce qu'on a quand même un rosier qui au départ démarre vraiment classiquement là. Après il nous fait un bouton, on dirait une petite anémone. Et puis il va s'ouvrir là comme ça complètement, il est énorme, là on est à 13 cm au moins. Et ce que je trouve vraiment particulièrement joli, c'est ces petits pétales qui sont ici et qui lui font une petite jupe derrière et ça fait vraiment une fleur qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, avec ce parfum qui n'est pas tonique mais qui est là, qui est présent. Et puis ce qu'on disait aussi ensemble, c'est ça se défleurit tout seul, donc ça nous fait un rosier, pas beaucoup d'entretien. Exactement. Encore une fois, toujours la base, pas beaucoup d'entretien. Donc revoyez complètement votre idée du rosier, les rosiers modernes, contrairement d'ailleurs aux rosiers anciens qui souvent sont plus à la mode, eh bien écoutez, les rosiers modernes sont des rosiers tout à fait tranquilles. Mathias, nous sommes dans une des nombreuses serres que vous utilisez pour la sélection variétale. Et là, nous avons une des nouveautés de l'année 2017-2018 qui vient juste d'être baptisée. Exactement, c'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, donc que tout le monde connaît, TF1, le journal de 13h. Une rose rouge un petit peu folle, avec des pétales en mélange. Mais c'est juponné. Voilà, et puis avec un petit parfum assez léger. C'était pas la chose la principale, mais il avait envie de ce petit parfum assez léger. Quelque chose d'assez rustique à la fois, mais avec son aspect novateur, un peu jupon. Et on voit donc des tiges assez rigides, on va dire, assez longues, donc on peut en faire aussi des bouquets. Oui, c'est pour ça qu'on l'a dans la serre en fait, pour tester aussi sa qualité en tant que rose de fleurs coupées. Juste à côté de Jean-Pierre Pernaut, Belle Romantica, c'est tout un programme, c'est une nouveauté également. C'est une nouveauté, et puis alors c'est surtout une forme et un parfum exceptionnel. Ah, moi je l'adore complètement. C'est un parfum
j'ai l'impression de l'avoir jamais ressenti sur la rose. J'ai l'impression que c'est un parfum de luxe, quelque chose comme on aurait envie d'avoir dans une bouteille de précieux. Il n'y a pas ce côté un peu savon de certaines roses, et là c'est vraiment magnifique. Et la couleur, elle nous fait penser quand même, alors à la fois la forme et la couleur, de très vieilles roses. On a de la chance parce qu'elle a des qualités quand même de rose moderne. Oui, on le voit tout de suite, donc il y a des boutons partout, c'est vigoureux. Là ici c'est dans la serre parce que ça peut faire aussi une fleur coupée. Exactement, on teste toujours nos variétés à la fois en fleurs coupées et à la fois en jardin. Alors on m'avait dit que lorsque c'est très parfumé, ça ne tient pas bien en vase. Alors c'est vrai que normalement les roses parfumées tiennent moins bien en vase, mais en fait avec la modernité et le changement que nous avons fait dans la rose, maintenant ce sont des roses qui peuvent être dans les vases sans aucun problème. Et vous les appelez les romanticas. Les romanticas en fait c'est des roses extrêmement doubles, avec pratiquement 100 pétales dans toutes, du parfum la plupart du temps, mais par exemple l'emblème des romanticas c'est Pierre de Ronsard et Leonardo da Vinci. Pas mal quand même, hein. Mathias, merci de nous avoir présenté donc un peu la génération 2017-2018, peut-être quelques-uns de 2019. Et moi j'ai un vrai coup de cœur, et on ne l'aura pas, du moins pour l'instant en France, mais il est déjà aux États-Unis. Voilà, nos Américains en fait ont choisi ce rosier parce qu'il ressemble à un bougainvillier. Il a le même type de floraison, oui. Il est très résistant, très florifère. Mais c'est vrai qu'en France, on a du mal avec les roses simples parce que les gens ont une utilisation du rosier très traditionnelle, très hybride de thé, grande fleur avec du parfum. Alors que ça, il suffit de le mettre dans son jardin dans un coin. Ça amène de la fleur et de la couleur toute l'année, enfin jusqu'à la saison froide. Et puis ensuite, on n'a pas besoin de s'en occuper énormément. Et ça, c'est un rosier exceptionnel. Peut-être qu'il sera appelé Bougainville. En tous les cas, moi je l'espère parce que c'est l'occasion d'apporter chez vous un petit coin de la Côte d'Azur. Vous savez tous qu'à partir de janvier 2019, il sera interdit d'utiliser des produits chimiques de soins des plantes dans nos jardins. Donc comment arriver à obtenir des fruits de bonne qualité et en abondance? Eh bien, il faudra utiliser des méthodes alternatives. Parmi celles-ci, il y a la taille en verre qui va permettre d'éliminer petit à petit les fruits abîmés et aussi les feuilles qui sont attaquées. Alors je vous propose de retrouver tout de suite notre maître de la taille, Jean-Luc Echen. Il va vous montrer une taille de prophylaxie, c'est extrêmement intéressant et c'est sur les pommiers, ça s'appelle la taille en détail. Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais les grands principes pour la taille en verre, mais savez-vous qu'avec cette technique, on va pouvoir prévenir et soigner le verger? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant dans les détails. Un but de prophylaxie où on va donc nettoyer la plante, lui enlever les fruits momifiés et supprimer tout ce qui est trop attaqué par les maladies ou par les insectes. Au moment de la taille en verre, on va en profiter pour contrôler notre production fruitière. Quand vous voyez une pomme tachée, mais avec un petit peu de sueur, c'est vraisemblablement qu'il y a un verre à l'intérieur, le carpocaps, qu'on va ouvrir. Crac, crac. Et voilà. Et donc, ici, on a un verre de carpocaps qui mange notre fruit. Il aurait fallu mettre des pièges à phéromones au mois d'avril-mai, au moment du vol des papillons. En plus des insectes ravageurs, le verger est aussi attaqué par des champignons. Ça peut être la tavenure ou aussi la moniliose, qui est une maladie cryptogamique due à un champignon qui s'appelle Monilia. Il apparaît sous forme de taches concentriques pour envahir la totalité du fruit et à la fin, ça donne des fruits momifiés comme ceci sur l'arbre. Mon conseil pour lutter contre cette maladie, il faudra faire une application de bouillie bordelaise juste après la floraison et au moment de la taille en verre, supprimer tous les fruits que l'on constate attaqués. Je peux maintenant faire un peu de prophylaxie. C'est-à-dire que je vais supprimer les fruits momifiés. Je vais regarder ici les fruits où il y a de la tavelure que je supprime impitoyablement. Et donc là, on a la tavelure et du carpocaps. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, c'est pas des... C'est des petites taches. Ce sont vraisemblablement des échaudures. Ça, c'est beau. Je garde. Ça, c'est superbe. Je garde. J'enlève la moniliose qui est là. J'enlève la moniliose. J'enlève les cocons. En enlevant la moniliose, j'ai évité un traitement chimique. Donc là, c'est sec.
je coupe ici à ras. Je vérifie mes attaches. Je donne un petit peu de mou et je rattache. Ça c'est sec. Et donc là, je nettoie les petits cocons. Là, je simplifie. Celle du dessus, en plus, hop, tac, comme ça. Allez, simplifions. Bois sec. Voilà. C'est même pas la peine de garder ça. Ça fout rien. Bon. Il a quand même été attaqué. Hein. Ça a quand même été bien attaqué là. Ah ouais. Carpocaps. Il n'y en a pas encore trop hein, du carpo. Hein. Ça c'est beau ça. Ouais, il est beau là-dedans. Voilà. Alors j'hésite pas à dialoguer avec ma plante. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Hop, voilà. Je nomme les coupes avant de les faire. Là j'enlève ici, tiens, encore un bois sec, encore un fruit momifié. Avec l'interdiction prochaine de tous les produits phytosanitaires chimiques. Ça va être à vous de bien observer et de bien suivre votre verger avec ces techniques de taille en verre et de prophylaxie pour avoir une belle récolte. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Il n'y a vraiment que dans les grands parcs historiques que l'on peut admirer des arbres à l'apogée de leur croissance, comme ici ce magnifique cèdre du Liban. Nous sommes à Miromesnil, mais quel est le parc le plus historique, le plus réputé, le plus connu? Eh bien c'est celui de Versailles. Versailles où règne en maître sur les jardins Alain Baraton. Alors je vous propose d'aller le rencontrer tout de suite pour qu'il nous raconte des histoires dont il a le secret. Ce sera bien sûr notre plante à histoire et on y va. Alain, merci de nous retrouver encore à Versailles et de nous parler des arbres sur News Jardin TV. Nous avons un spécimen absolument sublime d'un arbre qui s'appelle un catalpa. Alors on l'appelle aussi l'arbre aux haricots, on comprend tout de suite pourquoi. Oui, alors le nom de cet arbre me plaît beaucoup. Les Européens qui parcourent le monde à la recherche des plantes nouvelles, eh bien, ne s'embarrassent pas de détails. Quand ils découvrent une plante, que font-ils? Ils la débaptisent pour leur redonner un nom français, italien ou anglais. Le magnolia ne s'appelait pas magnolia, là où on l'a découvert. Eh bien, le catalpa a toujours été appelé catalpa, y compris par les Cherokees qui aimaient cet arbre. Il est originaire du continent américain. Ce nom n'a jamais changé. Même les Européens lui ont gardé le terme de catalpa. J'en suis relativement heureux. Alors moi qui connais très bien la langue cherokee, catalpa en cherokee ça veut dire viande. Alors pourquoi viande? Certainement parce qu'on consommait les gousses de ce catalpa. Tu as parlé de gousses à propos de ces fruits, mais est-ce que ce sont vraiment des gousses? Alors pour les botanistes non, mais ça ressemble vraiment effectivement à des gousses de haricots. Alors la différence entre une vraie gousse et ce que les botanistes appellent une silique, c'est que la gousse donc est un fruit qui à maturité va s'ouvrir, donc on appelle ça un fruit déhiscent, mais dont les fruits vont être le long de la cosse. Alors qu'ici, on a un axe central sur lequel reposent toutes les graines. Là, j'ai beaucoup de graines. Et donc voici cet axe central. C'est la différence entre une gousse et une silique. C'est un très bel arbre d'ornement. Très bel arbre d'ornement qu'il ne faut pas confondre avec le paulownia, même si les feuilles se ressemblent.
Et je me rappelle mon vieux professeur de botanique il y a très très longtemps, qui m'avait appris une petite technique, mémotechnique, tu la connais? Je sais pas. Certainement, pour distinguer le catalpa du paulownia lorsque l'un n'est pas en fleur ou que l'autre ne Oui, parce produit qu'en pas fait, c'est pas tout à fait les pareil. gousses. Mais quand il n'y a que des feuilles, comment les distinguer? Simple. Dans paulownia, il y a 2 fois la lettre A. Dans catalpa, 3 fois la lettre A. Sur le paulownia, les feuilles sont 2 par 2. Sur le catalpa, 3 par 3. Oh. C'est simple, mais c'est efficace. Mais c'est efficace. Voilà. Alors cet arbre est un très bel arbre. L'occasion de rappeler que nous sommes à Versailles dans un lieu de botanique. Il y a des rois et des reines qui viennent ici pour vivre. C'est un parc d'agrément. C'est un jardin à la française, puis sous la demande de Marie-Antoinette, paysager, mais qu'il y a des pépinières et qu'il est de bon ton, dès qu'un arbre arrive de l'étranger, de le présenter ici même au roi à Versailles. Ce qui explique que dans ce lieu exquis, il y a des arbres très rares qui le sont moins aujourd'hui, mais quand on a planté ce catalpa il y a presque 200 ans, il était beaucoup moins employé qu'aujourd'hui. À Versailles, il faut le savoir, les arbres ont des choses à nous raconter. Et donc, il y avait des pépinières, des arbres très vieux qui étaient des raretés botaniques. Ça a été également un lieu d'expérimentation, une école également. À la Révolution française, l'immense Richard a créé une école de botanique pour apprendre justement l'art des plantes. C'est la raison pour laquelle on trouve, en se promenant et en quittant les allées principales, des arbres magnifiques. Alors le catalpa a été introduit en France au début du XVIIIe siècle, je crois que c'était 1726. l'historien absolument parfait, mais le nom de catalpa qui a été donné par Antonio Scopoli, donc le botaniste et entomologiste italien, a été simplement en 1777. Donc il fallait beaucoup de temps simplement pour se rappeler que les Cherokees l'appelaient déjà catalpa. Tout à fait, mais l'occasion de rappeler, parce qu'on parle des noms et on parle des dates, que la botanique au XVIIIe siècle est une science importante, une science enseignée. Aujourd'hui, on connaît tous Monsieur de Jussieu pour l'université qui porte le même nom à Paris, c'est que la botanique était incroyable. Et quand on parle de la date d'introduction, c'est qu'il y a des choses extrêmement sérieuses. Ce végétal a été découvert, examiné, dessiné, il a été conduit à bord de navires et il a traversé l'Atlantique, mis en quarantaine à Rochefort, à Toulon ou dans un port dit justement des quarantaines, puis introduit près du roi pour être présenté et ensuite et seulement ensuite multiplié et planté. Tout est noté, tout est codifié. Au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, au Jardin des Plantes, il y a des arbres, on a même date sur les documents de leurs premières fleurs. On sait que tel jour, telle heure, telle plante a fleuri. Ce qui veut dire que quand on parle d'une date 1726, c'est pas peut-être, c'est 1726. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, on pourrait même donner le jour et le mois. Le roi de France, c'est un roi tout-puissant qui aimerait gouverner le monde tout entier, mais il ne peut pas parcourir la planète. Alors la philosophie, elle est la suivante. Si le roi ne peut pas être partout sur la planète, elle, tout entière, sera auprès du roi. À Versailles, il y a des arbres rares qui viennent de tous les continents. Il y a également une ménagerie, non loin d'ici, où il y a des girafes, des hippopotames et un éléphant. Donc tout ce qui peut montrer la diversité sur la planète est réuni à Versailles, ce qui permet au roi d'asseoir sa puissance. L'occasion de rappeler également qu'au XVIIe, XVIIIe et même XIXe siècle, avec Joséphine de Beauharnais, la puissance financière s'observe par les tapisseries, par les bijoux, par la peinture et le mobilier, mais par aussi les jardins. par les jardins, bien évidemment, et par les arbres. Et par les arbres. Alors celui-ci donc fait partie de la famille des bignoniaceae, c'est-à-dire que c'est un cousin du campsis, cette grande liane qu'on appelle aussi la liane trompette qui fleurit en plein été, alors que lui il fleurit au printemps. Oui, tout à fait. Mais il est bon de rappeler que telle ou telle essence est cousine ou frère important pour la reproduction, et en particulier pour le greffage. On ne greffera les plantes que de la même famille, par exemple. Il est vrai que cet arbre-là, donc comme le campsis, est une plante qui vient de loin, et l'occasion d'ailleurs de se poser la question, s'il n'y avait pas eu ces navigateurs au XVIIe et XVIIIe siècle qui avaient parcouru les océans, qu'est-ce qu'il y aurait dans les jardins aujourd'hui? En un mot, est-ce qu'on serait capable aujourd'hui d'avoir des jardins vraiment décoratifs sans l'apport de tous ces végétaux de l'étranger? Tout à fait, mais on parle de plantes décoratives, mais rappelez-vous aussi les légumes, il n'y aurait pas grand-chose non plus dans nos potagers. Alors quand on parle de plantes sauvages, quand on parle de respect de la biodiversité, n'oublions pas la diversité cultivée et qui pour moi est vraiment très très importante. Et la diversité cultivée qui devient aussi
Et cet arbre en est un exemple, la diversité culturelle, car cet arbre fait partie aujourd'hui, bien entendu, de notre culture. Cet arbre n'est pas seulement un catalpa, c'est un élément qui a permis à faire de Versailles ce qu'il est aujourd'hui. Le tronc est en train de se fendre, alors nous l'avons étayé du mieux que l'on peut. Cet arbre autrefois était cerclé avec du fil de fer, mais on voit qu'il n'a pas été suivi comme il l'aurait dû faire. Donc inquiétant, oui. Ce que nous allons faire, car cet arbre supporte bien les tailles, nous allons très rapidement agir pour couper le bois mort qui n'est d'aucune utilité et pour soulager les branches. Nous allons également couper les branches qui touchent la terre, parce que malheureusement, à Versailles, il y a beaucoup de monde et je ne voudrais pas qu'elles deviennent balancelles et qu'elles risquent de se briser, bien évidemment. En un mot, nous allons soulager le végétal, peut-être ramener quelques étais supplémentaires, mais cet arbre a une chance inouïe de vivre dans une cour, dans la cour du théâtre de Marie-Antoinette. À savoir que c'est un endroit qui n'est pas très passager et que cet arbre mourra de sa belle mort. Même si demain, il devient extrêmement dangereux, nous mettrons une clôture à gauche, une clôture à droite, on interdira aux visiteurs de s'approcher, mais foi de baraton, cet arbre-là mourra de sa belle mort. Ici, au château de Miroménil, le potager est cultivé de façon assez traditionnelle, même si on a réalisé des plates-bandes surélevées de manière à assurer un excellent drainage, parce que bien sûr, le climat normand est quand même un peu humide. Au potager, la technique qui fait fureur aujourd'hui, c'est la permaculture. Mais savez-vous qu'il est aussi possible de cultiver un magnifique jardin d'ornement avec cette technique de permaculture? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant en allant en Angleterre, et ça sera notre rubrique jardinage au naturel. C'est au Hampton Court Flower Show, superbe salon d'extérieur organisé en juillet près de Londres par la Royal Horticultural Society, que nous avons pu admirer ce jardin expérimental créé par deux jeunes paysagistes. Créé uniquement en permaculture, cet espace installé en zone urbaine reprend la technique de la forêt-jardin, mise au point par l'Autrichien Sepp Holzer. Cela consiste à utiliser des bûches, du bois mort et divers déchets verts pour créer des monticules que l'on couvre de terre végétale. On obtient alors un support aéré qui toutefois retient bien l'eau et se décompose lentement, favorisant l'activité des micro-organismes. Véritable forêt comestible, ce jardin associe arbres, arbustes, vivaces, légumes, aromatiques, petits fruits et même champignons. Le but est de permettre au processus naturel de se mettre en place pour créer un écosystème équilibré, autonome et de faible entretien. L'originalité s'exprime dans l'aspect décoratif de ce jardin convivial et paisible qui évoque un petit coin de nature à peine domestiqué. Un espace protégé par une haie fruitière laissé libre et qui puise ses nutriments dans les déchets végétaux qui constituent peu à peu une couche humifère, imite l'environnement naturel du sol, de la forêt. Le jardin, ombragé en son centre, laisse une vue dégagée pour apprécier les alentours. Conformément au principe de la permaculture, les plantations sont denses et forment un couvert végétal qui habille entièrement le sol. La pelouse a été remplacée par diverses plantes couvre-sol à la végétation dense qui encourage à explorer le jardin pieds nus. La plupart des plantes composant le jardin ont une vocation utilitaire, qu'elles soient comestibles, attractives pour les pollinisateurs ou médicinales, telle la reine des prés. On surnomme cette gracieuse vivace l'aspirine végétale en raison de l'efficacité antidouleur et anti-inflammatoire de ces sommités fleuries. La décomposition de la matière organique génère de la chaleur qui accroît la précocité et permet une saison de croissance plus longue. L'eau est absorbée par les monticules et disponible durant les périodes de sécheresse, ce qui réduit très sensiblement les interventions d'arrosage. Plusieurs buissons fruitiers ont été intégrés dans ce jardin. Pommiers sauvages, arbousiers, amandiers, cognaciers et myrtilles d'Amérique qui forment un arbuste de 2 mètres de haut dont les fruits délicieux et très riches en antioxydants mûrissent en été. Le sol de type forestier lui convient idéalement. Aromatiques et légumes prospèrent dans ce jardin, tels les sauges et les choux, mais ils sont regroupés de manière à constituer des masses décoratives par leur contraste de texture et de couleur. Une généreuse végétation domine tout le jardin dans lequel aucun matériau inerte n'est présent, si ce n'est quelques gros rochers lisses qui improvisent un coin de détente discret, d'où l'on admire l'ensemble des plantations. Grâce à leur feuillage persistant, les fraisiers assurent une couverture végétale permanente, de même que les bugles au feuillage pourpre.
Ici, le jardin prend toute sa dimension éducative. Il constitue une alternative au potager traditionnel et un excellent exemple de développement durable, productif en milieu urbain et qui nous connecte à la nature. Plusieurs messages pédagogiques sont transmis de manière subtile. Des plantes facilement disponibles et à vocation utilitaire peuvent créer un véritable aménagement paysager. La permaculture constitue une manière douce et valorisante de s'engager dans une bonification du sol. Un jardin bien conçu avec cette technique ne requiert qu'un faible entretien. La vocation écologique du jardin s'exprime aussi au travers la plantation généreuse d'espèces mellifères comme les trèfles, dont le cultivar ornemental choisi s'avère tout aussi attractif pour les abeilles que les formes sauvages. Formant un épais tapis souple et doux, la sagine ne se tombe pas, ce qui correspond bien à l'option entretien minimum qui a été choisie. Le travail expérimental des paysagistes a constitué aussi à défier la perception habituelle de beauté dans un jardin. En laissant un subtil négligé avec quelques herbes folles, on casse les codes, de même qu'avec le tracé aux lignes invisibles. Ce jardin, dont le coût s'élevait à 35 000 €, a été en partie sponsorisé par la Royal Horticultural Society. Il a aussi fait l'objet d'une opération de financement collaboratif par le public, signe de l'intérêt de la démarche. Comme il s'agissait d'un jardin d'exposition qui a vécu une semaine, il a été ensuite démoli, mais toutes les plantes ont été offertes aux donateurs. Ressource précieuse dans un processus d'apprentissage des plantes et de leur utilisation, ce jardin invite à un voyage de découverte gustative, tout en créant des écosystèmes variés et divers habitats végétaux. Une aventure inspirante et enrichissante qui nous entraîne dans une relation plus profonde avec la nature à travers un mouvement environnemental prometteur. Le jardin est un univers fascinant dans lequel on découvre, on apprend, on explore, on partage, et le potager plus encore, puisque l'on va aussi se faire plaisir, sentir, goûter, partager la gourmandise. Alors, je vous propose d'aller visiter un jardin tout à fait particulier. C'est une propriété privée qui est en Normandie, qui s'appelle Daubeuf-Serville. Beaucoup de gens y travaillent pour s'y former, et nous allons donc en faire notre rubrique Jardin à découvrir. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici au domaine du château de Daubeuf-Serville. Un château qui est en révision, réparation, réfection, et puis un jardin, lui, qui est monté presque comme un champignon. Il a été dessiné il y a 3 ans, mis en œuvre par des chantiers d'insertion depuis 2 ans et qu'il produit des légumes depuis l'année dernière. Le tracé, il est assez classique, mais dans les plantations, il est vraiment d'aujourd'hui. On a travaillé avec le propriétaire du domaine sur des carrés, sur des cercles, sur finalement un cloisonnement progressif à des échelles d'abord humaines, parce que tout ça était très grand, gigantesque. On avait l'impression d'être au milieu de rien en se disant il y a trop de vent, il faut des charmilles et puis ensuite il faut bien entendu des espaces, des massifs potagers dans lesquels on puisse travailler. Donc ça veut dire pas plus de 8 mètres carrés et puis plein de petits passe-pieds de 80 cm pour pouvoir y passer en brouette. Quand la nature arrive à faire notre travail en décomposant de la matière organique et en réussissant à faire des sols vivants, eh bien pourquoi se gêner? On a beaucoup de matière organique à recycler ici, des débris de tonte, des feuilles mortes, du BRF avec les nettoyages forestiers qu'on fait. Ce sont ces paillages qui finalement servent de couche nourricière aux légumes qu'on fait pousser ici. On se retrouve avec 96 massifs tous différents les uns des autres, dans lesquels on a un arbre fruitier en demi-tige, dans lequel on a souvent quelques arbustes persistants, des légumes, des fruits, des arbustes à baies, tout ça superposé. D'abord parce que ça garde de l'humidité. Nous, c'est Zéro Phyto 2014, depuis qu'on est arrivé, 3 ans en avance sur la législation. Sur la législation. On laisse leur part aux limaces et aux lapins. Je ne sais pas si on a encore trouvé l'équilibre parfait, mais on est plutôt content du résultat. Je me suis rendu compte qu'avec le maraîchage, il fallait que j'abandonne l'idée du plan de plantation. C'est vrai qu'il y a le mélange entre la rigueur de la composition et finalement une architecture qui tient la route entre des horizontalités, des verticalités et des perpendiculaires. Maintenant, ce qui se passe au niveau de chaque massif, écoutez, ça a l'avantage d'être la loi du chaos. Globalement, il y a plutôt des jolies choses qui surgissent. Donc il ne faut pas faire de promesses de choses qu'on ne peut pas tenir et heureusement, on a la liberté de travailler un petit peu en régime expérimental parce qu'il y a des choses qui prennent leur temps à s'installer et qu'on ne maîtrise pas tout
Un jardin ne peut pas être mature en 2 ans. Il existe, c'est déjà extraordinaire. Mais on peut récolter de la salade dans l'année. Mais on peut récolter de la salade, et non seulement de la salade, mais plein d'autres choses, comme de la roche, comme, ah oui, j'en ai vu de la roche rouge, oui, c'est comme des côtes de bête, comme des plantes aromatiques. Oui, il y a des poireaux, enfin il y a tout ce qu'on a. Des haricots, comme bientôt des maïs, des courges, des artichauts. Est-ce qu'il y a des choses qui ne poussent pas ici? Est-ce qu'il y a des choses qui ne poussent pas? On nous a dit que le thym ne pousserait jamais. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été très malheureuses ici. J'en ai pas... Attendez, il faudrait que je me souvienne. Si on a perdu, mais c'est normal, on a perdu des sauges roses qui étaient absolument superbes, mais c'était pas des légumes. On a d'autres sauges qui sont très bien, qui ont été très contentes ici. Et le simple fait d'amener de la matière organique en permanence, de mettre du paillis aussi au sol, ça vous permet donc de lui donner cette richesse et vous n'avez pas besoin de fertiliser autrement. Alors on ne fertilise pas autrement, puis effectivement comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait de la rotation. On met après un légume racine, on met un légume fleur ou un légume fruit. Après un légume fruit, on met un légume feuille. Voilà. Parce que chacune de ces plantes a des besoins différents. Le dessin de ce jardin montre qu'on aime bien contrôler la nature, on aime bien qu'elle tienne dans des petites voliges. Dans des petits carrés. Là, dans des petits carrés. Et elle est plutôt gentille, elle s'y tient, sauf quand on regarde les pavots qui, alors là, explosent. Et les fèves. Les fèves, elles sont géantes. Qui sont géantes. La nature est plutôt gentille, elle déborde assez peu. Mais par contre, savoir comment elle occupe l'espace, ça, impossible de prévoir. La première année, on a mis en culture justement ce massif-là qui était en lasagne, donc on s'est retrouvé avec 30 cm de tas de bûches en décomposition, avec du BRF, avec de la paille. Ensuite on a nivelé, puis on a fait un double bêchage, vraiment très profond, mais c'est le seul double bêchage qu'on a fait. Mais les lasagnes, vous avez abandonné Les lasagnes, au moment où on a nivelé complètement le potager pour la mise en place des voliges, on s'est dit qu'il était important que tout soit de niveau. Soit de niveau. On avait des bons résultats en lasagne, et maintenant ce que l'on fait, c'est qu'on a une autre parcelle qui est le potager des grands légumes à l'extérieur, dans lequel on a repris un petit peu les buts parce qu'on n'a pas la même préoccupation esthétique que l'on a ici au potager. Et là, on peut se permettre de semer directement de l'ail, des oignons, des pommes de terre, des courges, dans de la paille, dans du BRF. Et là, évidemment, le rendu est peut-être un peu plus fouillis, mais on est plus proche des techniques qu'on a utilisées au début. Guillaume, on n'imagine pas, mais ce jardin qui est pourtant assez impeccable, bien en place, bien en chair, j'allais dire, est réalisé par des personnes qui sont en insertion. Oui, et un grand merci à eux, parce que je les appelle les ambassadeurs du jardin. Entre janvier et mars, on a eu 54 journées de chantier d'insertion au domaine, avec le soutien de la Directe qui a motivé la création d'une association qui nous permet maintenant de travailler avec les collectivités territoriales dans cet outil de travail pour l'insertion et pour finalement le lien à la communauté. Oui, ça vaut la peine. Même si l'encadrement est exigeant, c'est un défi humain extraordinaire. Aujourd'hui, vous êtes fiers de dire « Nous ouvrons au public un jardin donc, qui est en devenir aussi, mais également montrer aux gens qu'un chantier de réhabilitation historique est en cours et donc c'est pas fini, mais c'est beau, c'est déjà intéressant et le public est convié. Absolument, il y a beaucoup de choses de faites et beaucoup de choses de bien faites, il y en a encore beaucoup à faire. Mais que par contre, il faut être vraiment fier de montrer qu'on a les manches retroussées et qu'on travaille, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière nous et que la communauté qui n'a pas vu ce domaine pendant des années et des années, elle a droit de voir comment l'argent public est utilisé pour que son patrimoine soit mis en valeur. Et surtout n'hésitez pas, venez visiter le domaine du Grand Daubeuf. Vous allez vous régaler à la fois par les yeux, mais aussi, pourquoi pas, par l'estomac, puisqu'il est possible de remporter un panier garni que vous allez pouvoir même choisir ici. C'est en laissant derrière moi la magnifique façade arrière du château de Miromesnil qui est de style Henri IV, que nous allons terminer notre émission dans une ambiance de jardin à la française, ou du moins qui l'évoque par ces formes de tonte tout à fait spéciales qui se croisent en modules géométriques et autour d'arbres majestueux et magnifiques. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes jardin. C'est sur News Jardin TV, bien sûr. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles, il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.